Abdul. J'ai deux questions. Je voudrais savoir en fait la pratique la plus répandue entre celle qui consiste pour les opérateurs de ces secteurs-là à provisionner les ressources nécessaires au financement du démantèlement, ou bien effectivement la mise à la disposition des États concernés de ces fonds directement. C'est-à-dire que est-ce que la pratique la plus répandue, celle qui consiste pour une entreprise à consulter des provisions dans sa propre comptabilité, ou bien à verser sur un fonds ou une autre structure des ressources qui pourraient servir plus tard au démantèlement des sites miniers pétroliers. Par rapport aux droits de l'homme, Maître a expliqué que le rôle de l'avocat n'est pas simplement de défendre son client en face d'un juge, mais aussi en face de l'opinion publique, des communautés. Je dis que tout ça est bien beau, mais l'essentiel étant que sur le terrain du droit positif, on puisse effectivement, surtout pour les communautés, mettre éventuellement en jeu la responsabilité des entreprises. Cela est très facile dans un état de droit, mais comme on le sait, la plupart des États ne le sont, surtout sur notre continent, ne sont pas effectivement des États de droit. Comment faire en sorte qu'une multinationale qui exerce à travers des filiales, généralement des filiales et donc qui sont régies par les droits locaux, comment faire en sorte qu'in fine, la maison mère qui se trouve dans un état de droit, en France ou au Canada ou aux États-Unis, puisse effectivement assumer la responsabilité ultime de la violation des droits humains par ces filiales qui se trouveraient dans un pays africain qui ne ferait pas du principe de l'état de droit quelque chose à respecter nécessairement. Merci bien. Ma question autochtone se pose avec une acuité tout à fait particulière en Afrique. Nous savons qu'aujourd'hui nous assistons à une pression mondiale sur les ressources naturelles qui a des effets tout à fait particuliers et importants en Afrique. Or, à la différence d'un continent qui est l'Amérique latine, l'Afrique ne possède pas de Cour interaméricaine des droits de l'homme, précisément, mais il y a seulement une charte africaine. Aux articles 21 et 22, on peut dire que les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, et qu'en cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate. Maître Bravant, que peut-on faire aujourd'hui lorsque, comme en Amérique latine, un État et un investisseur étranger concluent un contrat d'investissement au détriment des peuples locaux? Et la situation en Amérique latine n'est pas non plus la panacée, puisque souvent il faut attendre 10, 15, 20 ans pour que justice soit rendue et que les peuples soient indemnisés, alors que leur territoire ancestral a été dévasté par l'investissement en question. Je vous remercie. La prévalence de la méthode de financement de la réhabilitation a été prise en charge. Donc, je vais faire quelques contributions. Par rapport au contenu local, c'est informé de la disponibilité de 3 études, comme je l'ai dit hier, sur le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire, qui ont été réalisées par la coalition UDC-UPE et qui traitent spécifiquement du contenu local. Donc, l'emploi local, l'achat local, donc sous forme de sous-traitance, et les reversements des redevances, d'une partie des redevances payées par les mines au niveau des collectivités locales. Et vous dire également par rapport à l'aspect des droits de l'homme qu'au Mali, nous avons vécu un peu ça,
nous avons connu un rapport du FIDH daté de 2007, un rapport sur l'exploitation minière et le respect des droits de l'homme. Et dès lors, je crois que cela a quand même contribué à une grande évolution dans les milieux, notamment dans notre code, où il est maintenant effectivement prévu un fonds de réhabilitation et dans lequel le contenu local est pris en charge. Malheureusement, l'aspect qui m'inquiète et qui demeure préoccupant jusqu'à présent, c'est la problématique de l'indemnisation des populations dont les territoires sont touchés par l'exploitation minière. Lorsqu'un gisement est découvert, on déplace les populations et malheureusement, même si la directive de la CEDEAO en parle, l'indemnisation, il n'y a pas de règle précise d'indemnisation. Donc en fait, l'indemnisation est laissée au bon vouloir et à la gentillesse en guillemets de l'opérateur. C'est une réflexion que j'ai lance, je ne sais pas si vous avez une expérience dans les domaines. C'est une préoccupation principale que nous avons aujourd'hui au Mali. Merci. Naturellement, la première question s'adresse à Mme Diarra. Et elle est la suivante. Est-ce que dans les études d'impact environnemental, une place est réservée aux populations, aux communautés locales? Parce que j'ai comme l'impression que les études d'impact environnemental concernent surtout l'administration et l'investisseur. Et même au niveau de l'administration, je me demande est-ce qu'elle est outillée pour effectuer toutes sortes d'études d'impact environnemental, pour connaître les règles de l'environnement, le code de l'environnement. Mais est-ce que le code de l'environnement suffit pour apprécier alors de l'impact environnemental d'un projet minier, pétrolier ou que sais-je? Donc voilà la première question que je voudrais poser, Mme Diarra. La seconde s'adresse à Maître Guilhem Bessier. Maître François Guilhem Bessier. Et elle est la suivante. Quand intervient la remise en état d'un site, est-ce que c'est à la suite d'une sanction, soit de l'administration, ou bien d'une condamnation judiciaire, ou est-ce qu'elle a lieu d'office à l'initiative de l'entreprise elle-même ou à la fin de ses activités? Donc, c'est la question que je voulais vous poser. Et la dernière question s'adresse à notre doyen, qui a fait vraiment une plaidoyer, pas un exposé, mais une plaidoyer, vraiment qui nous a sensibilisés à la dimension du respect des droits de l'homme, à la place des droits de l'homme dans les activités économiques. Et il nous a demandé de conseiller les entreprises afin qu'elles respectent les droits humains fondamentaux. Et voilà, on va accélérer. Et moi, la question que je voulais lui poser, est-ce qu'il faut conseiller les entreprises ou protéger les communautés ou mettre le curseur? Parce que les entreprises vont demander. Maintenant, je termine en disant que pour le cas de l'Afrique, et particulièrement du Sénégal, est-ce que même il y a un juge pour sanctionner ces manquements aux droits de l'homme? Parce que la justiciabilité des normes ou des principes de droits de l'homme chez nous pose problème. Je vous remercie. Pipeline et du projet Simon en Afrique est généralement lié aux problèmes de droits de l'homme et également de réhabilitation et autres. Dans le West African Gas Pipeline, on se rend compte qu'il y a des communautés qui vivent au Nigeria, dans les Escravos, où le gaz est récupéré pour donner de l'électricité à d'autres pays. Mais eux-mêmes n'ont pas d'électricité, ce qui
conduit à des fois à voir ces pipelines qui sont saccagés. On a des dégâts environnementaux qui se passent dans ces pays depuis plusieurs années, c'est qui répondent sur la question de notre ami Kamara, qui n'ont pas été pris en compte. Et pourtant, lorsque Wiki a fait le dégât environnemental aux États-Unis, on a vu automatiquement que la responsabilité a été engagée et ils ont payé. Deuxièmement, sur le projet Simandou, 700 km de chemin de fer. Mais les compagnies refusent à ce que ça puisse être partagé par les communautés locales ou qui traversent des communautés, ou même que ce soit partagé par des gens qui font de l'agriculture pour transporter le truc, quand on sait que nos routes ne sont pas bien développées. Dans la pratique, comment est-ce que nous pouvons, parce que pour moi, ce n'est pas seulement les compagnies, c'est également les États. Parce que la responsabilité leur incombe à eux-mêmes de pouvoir faire respecter, n'est-ce pas, les lois qu'ils ont eux-mêmes établies. Je vois bien qu'au Sénégal, on met droit humain, mais est-ce que demain, si par exemple, il y a un problème en offshore, est-ce qu'ils ne vont pas privilégier l'aspect économique et plutôt l'aspect social? Donc, dans la pratique, comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'on ne reconnaisse plus ce genre de problème? Parce que depuis les années 60, jusqu'à aujourd'hui, ce sont toujours ces mêmes problèmes que nous connaissons. Oui. Donc le traitement fiscal, il dit qu'il n'a pas eu le temps d'en parler. Mais quand on prend l'exploitation minière, on peut distinguer trois phases. La phase de recherche, la phase d'exploitation et puis la fin de vie de la mine. Il se trouve que les deux, la première et la dernière, ne sont pas fiscalisées. Parce qu'il n'y a que des coûts. On prenait une phase de recherche, quelqu'un posait la question hier, je l'ai étonné. Je vous dis, certainement, il ne connaît pas très bien le secteur, il n'y a que des coûts. L'entreprise engage des coûts, il se pose la question comment reporter ses coûts sur la phase d'exploitation. Et en phase finale, effectivement, l'entreprise engage des coûts. Il se trouve que dans la première génération des codes, ce traitement fiscal n'est pas pris en charge. Il se pose souvent la question, en tout cas au Mali, quand l'entreprise provisionne, l'administration fiscale refuse la déductibilité des provisions pour le calcul du résultat imposable, ce qui nous pose des problèmes. Ma question, c'est de savoir, de son expérience ailleurs, comment cette question est prise en charge. Je le remercie pour la qualité de son intervention. Comme il l'a évoqué, il a beaucoup travaillé sur les problèmes de structuration, les problèmes fiscaux. J'ai été séduit par sa démonstration. J'ai eu la chance de travailler un peu avec lui sur des questions fiscales. Et son intervention me pose un problème. Est-ce que l'idée de Kofi Annan reviendrait, pour moi, la responsabilité première du développement incombe à nos États? Est-ce qu'en mettant l'accent sur la responsabilité sociale de l'État, on n'est pas en train d'évacuer un peu le problème de la responsabilité des États? Parce que quand je prends la question fiscale, je ne connais pas un pays africain où la question fiscale est un enjeu de politique. Ça n'existe pas. Et comment voulez-vous développer un pays avec l'argent des autres? Quand je discute avec un Américain, il me dit l'argent du contribuable américain. Je discute avec un Français, oui, jamais terminé. Je me demande s'il n'y a pas, je ne dirais pas une incompatibilité, comment il arriverait à combiner la responsabilité de l'État pour le développement et la responsabilité sociale des entreprises. Merci. Je voudrais m'adresser à deux intervenants, à Diarra et à Stéphane. Dans son exposé, j'ai noté que Diarra a parlé de la promotion de l'éducation environnementale. Et je voudrais savoir qui a la charge de promouvoir l'éducation environnementale.
En sus de cela, pour la sécurité, pour assurer la protection des populations dans l'élaboration de l'extraction et la mise en œuvre de projets, il y a deux situations qui se posent, spécialement par exemple dans mon pays, où il y a des sociétés qui exploitent les mines et il y a aussi ceux qu'on appelle les clandestins qui exploitent aussi. Et il y a encore, à ces clandestins, on peut associer ceux qui exploitent de manière artisanale. Mais au cas où maintenant l'environnement connaît des effets néfastes, à qui est-ce qu'on peut demander le compte? S'agissant des sociétés, ça peut être facile, mais lorsqu'il s'agit maintenant des clandestins ou des exploitants artisanaux, je me demande comment l'avocat peut s'y prendre pour cette situation. Et à Stéphane, je crois qu'un des intervenants l'a déjà dit, dans nos pays où réellement on ne peut pas parler où il n'y a pas d'état de droit, exactement parlant, comment est-ce que l'avocat peut s'y prendre pour faire respecter les droits de l'homme? Parce que très souvent, même nos tribunaux n'ont pas d'indépendance, il y a toujours le pouvoir qui intervient parce que ces sociétés sont en complicité avec le pouvoir et le pouvoir patronne ces sociétés. Lorsque maintenant il faut aller en justice, ils sont toujours derrière pour contrecarrer les actions. Maintenant, le rôle de l'avocat, c'est ce moment-là. Vous pouvez dire que l'avocat ne fait rien, alors qu'il peut se poser des questions. Si on va en justice, qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Ce sont des cas sérieux qui se posent. S'agissant aussi de... Si on ne termine pas, on ne pourra pas répondre. On est pris par le temps, je vais aborder. Merci, je m'arrête à la place. Alors, je vais donner la parole. Quelle est l'acceptation et comment elle peut se manifester? Comment elle est prise en compte dans les études d'impact approfondies? Je vous l'ai dit lorsque j'ai exposé, il y a l'audience publique, qui est la phase ultime de la procédure administrative. Et au cours de l'audience publique, toutes les populations sont invitées à donner leur avis. Et je dois dire que dans notre procédure, je n'en ai pas parlé là, puisque ça aurait été un peu long, au démarrage de tout projet, il y a une enquête publique qui a lieu aussi, qui se fait en parallèle de l'étude d'impact environnemental, et qui permet, il y a un registre qui est ouvert et qui permet aux populations de venir poser toutes les questions par rapport au projet. Et s'il y a des difficultés à ce moment, s'il y a des incompréhensions, c'est le moment pour les populations d'en parler et de se faire leur avis, d'avoir un point de vue par rapport à ça. Il y a une consultation également lors de l'étude d'impact par le bureau d'études vis-à-vis des populations. Donc les populations sont concertées à 3 niveaux différents au cours de la procédure. Mais comme je l'ai dit, au moment de l'audience publique, lors de l'audience publique, si la population ou une partie de la population est contre le projet, il ne pourra pas se faire. Alors, évidemment, ça c'est facile à dire comme ça. Il y a souvent des tensions et on a actuellement des dossiers, justement, qui sont bloqués parce qu'une partie des populations refuse le projet. Après, ce sont des négociations. Souvent, il y a derrière des intérêts, bien entendu, hein, et ça se comprend. Les populations qui sont obligées de déménager demandent à être suffisamment bien prises en charge pour ne pas avoir après à galérer, entre guillemets, pour pouvoir vivre correctement. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure par Stéphane auparavant, de cette prise en compte. Donc, au niveau, ce ne sont pas seulement les administratifs qui instruisent la procédure, et très sincèrement, nous, au niveau de la direction de l'environnement et des établissements classés, on fait beaucoup de terrain pour justement être aussi des interlocuteurs vis-à-vis des populations et de toutes les parties
prenante d'un projet. Donc voilà pour cette question. Je voulais juste intervenir par rapport à vous, Monsieur Abdul Karim, je n'ai pas compris votre nom. Kabilé, voilà, Monsieur Kabilé. L'État doit intervenir, bien entendu, pour que ça profite aux populations. Je suis complètement d'accord avec vous. L'État a une position forte par rapport aux sociétés pour pouvoir demander à ce que les populations soient prises en compte à leur juste valeur, si je peux dire. Et c'est ce qui permet, c'est ce que vous avez dit également, c'est ce qui permet au développement d'être durable. Parce que s'il n'y a pas, là aussi, l'acceptation sociale, et si les populations ne sont pas prises en compte, je ne vois pas comment un projet peut être durable. Pour la promotion, M. Turny, pour la promotion de l'éducation environnementale, elle se fait au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable. On a une cellule d'éducation et de formation environnementale qui a pour charge de justement développer ce volet d'éducation environnementale à travers les écoles, à travers les sociétés. Il y a différentes activités qui sont menées. Mais je dois dire que l'ensemble du ministère travaille pour que cette notion environnementale soit vraiment prise en compte. Par rapport aussi, vous avez parlé des clandestins et des artisanaux. Je l'ai dit lors de la présentation, nous, ce que l'on fait au niveau de la direction de l'environnement, donc du ministère de l'Environnement, c'est d'amener au fur et à mesure